Chers auditeurs, bonjour. Merci de rester fidèles à VOA Afrique et au magazine Votre Santé, Votre Avenir. C'est avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouvons dans ce programme d'information et d'éducation sur les problèmes de santé. Au micro, pour vous tenir compagnie, je suis Mohamedou Oumfa et je serai avec Rosine Mounezero à la co-présentation. Bonjour Rosine. Bonjour Mohamedou, bonjour chers auditeurs. Dans cette émission aujourd'hui, nous parlons des troubles de consommation au moment où arrivent les fêtes de fin d'année. En effet, Noël et l'avènement du Nouvel An sont des moments de grande célébration et surtout de grande consommation. En Afrique comme ailleurs, on va beaucoup manger, parfois en excès, mais avec des conséquences fâcheuses pour l'organisme. Professeur Christian Seton. Vous avez l'impression d'être trop plein, d'avoir des nausées, de rôter un petit peu, c'est ça l'indigestion. En dehors de ça, il y a des gastro-entérites, c'est-à-dire des toxines et infections alimentaires. Autre problème majeur pendant les fêtes, la consommation immodérée d'alcool avec ses risques. Docteur Roger Etoile. Vous avez souvent des personnes qui sont transportées aux urgences pour des cas d'ivresse avec ces corollaires que sont les lésions physiques dues aux bagarres, aux chutes, aux accidents de la voie publique. Dans cette édition, nous écouterons aussi les conseils pratiques d'un nutritionniste sur les meilleures astuces à adopter pour éviter de prendre les kilos pendant les fêtes. Et comme toujours, vers la fin de cette édition, retrouvez votre rubrique À vous la parole. Le docteur Armand Guincap est une fois encore au rendez-vous pour répondre à vos questions et donc bien d'informations, raison pour laquelle vous feriez mieux de rester avec nous. Coup d'œil sur l'actualité. Pour démarrer cette édition, faisons le tour de l'actualité. Nous parlons d'un nouveau programme quinquennal de santé au Sénégal, d'une étude démontrant l'impact des menstruations sur la scolarité des jeunes filles en Ouganda et d'une opération de chimio-prévention contre le paludisme saisonnier au Mali. Ce sera avec vous, Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Mohamedou. Au Sénégal, le lancement d'un programme quinquennal pour l'amélioration de la santé des populations. Il s'agit d'un programme lancé le 20 décembre dernier et qui se déroulera sur 5 ans entre 2016 et 2021. Le dit programme est soutenu par l'Agence américaine pour le développement international USAID. Selon le docteur Fatou Ndiaye, membre du bureau santé de l'USAID, ce nouveau programme donnera un coup de fouet dans la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile et l'élimination du paludisme. Nous allons appuyer le ministère sénégalais de la Santé et de l'Action sociale dans ses efforts pour diminuer la prévalence du VIH et toutes les formes de stigmatisation. Il s'agit de contribuer à l'atteinte des objectifs du Programme national de développement sanitaire, a expliqué Mme Ndiaye lors du lancement du projet. Parmi les composants du programme quinquennal de santé de l'USAID au Sénégal figure entre autres le renforcement du système de santé, la mise en œuvre des prestations de services intégrés et l'adoption des comportements sains. L'USAID renforcera également l'engagement des communautés dans la gestion du système de santé dans ces régions en mettant l'accent sur les communautés. Au terme des 5 ans, l'USAID et les autorités sénégalaises attendent une réduction du taux de mortalité maternelle, infantile, ainsi qu'une réduction du taux de fécondité dans les 7 zones d'intervention. En Ouganda, les problèmes menstruels chez les jeunes filles ont une corrélation avec l'absentéisme à l'école. En effet, selon une étude britannique publiée mercredi dernier dans le revue PLOS ONE ici aux États-Unis, plusieurs établissements scolaires en Ouganda sont parvenus à réduire l'absentéisme scolaire des filles grâce à des cours d'éducation sexuelle ou en leur fournissant des serviettes hygiéniques. Des chercheurs de l'université d'Oxford ont démontré que dans les écoles qui n'offraient pas ce service gratuit, le niveau d'absentéisme était 17% plus élevé en moyenne sur une période type de 18 mois. Cela représente 3 jours et demi par mois d'absence en classe. Cette étude a été menée sur un milieu de jeunes filles scolarisées dans l'un des districts les plus pauvres d'Ouganda en zone rurale où la proportion d'enfants abandonnant l'école et le taux d'analphabétisme sont parmi les plus élevés au monde. Toujours selon cette étude, la plupart des jeunes filles ougandaises utilisent des vêtements absorbants pendant leurs règles, mais parfois elles n'en ont pas en quantité suffisante. Les adolescentes estiment par ailleurs que ces sous-vêtements ne sont pas suffisamment absorbants et difficiles à faire tenir ou à changer, précisent les auteurs. Ils révèlent par ailleurs qu'un grand nombre de jeunes filles ne savent rien de la menstruation jusqu'à leur première règle. Vous suivez Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique. Et puis terminons par le Mali avec environ 84 000 enfants qui ont bénéficié d'une chimioprévention contre le paludisme saisonnier.
L'opération a été menée par l'ONG Alliance for International Medical Action à Lima avec son partenaire malien, l'Alliance médicale contre le paludisme AMCP. Une opération mise en œuvre avec les autorités sanitaires dans 2 districts de la région de Koulikoro, où le paludisme est la principale cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. En effet, des médicaments antipaludéens ont été distribués à plus de 84 000 enfants de moins de 5 ans dans les 2 districts sanitaires de Kagaba et Kolokani. Cette stratégie permet d'atteindre les enfants des zones les plus reculées et de les protéger pendant 1 mois. 4 passages ont été organisés pour couvrir les 4 mois de la saison de pluie, d'août à novembre, lorsque le risque de transmission est le plus élevé, et éviter ainsi que les enfants contractent la maladie. Selon le Dr Soma Baona, coordinateur médical de l'ONG Alima au Mali, la chimioprévention contre le paludisme saisonnier a déjà démontré une diminution de plus de 70% des cas de paludisme chez les enfants de moins de 5 ans pendant la période du pic. Toujours selon lui, cette année, l'ONG Alima a voulu aller plus loin en profitant des distributions dans les zones reculées pour protéger les enfants contre la malnutrition et voir si cela a aussi un effet positif sur l'incidence du paludisme. Pour le docteur Bahona, l'opération a été bénéfique, mais il reste essentiel que les populations aient accès aux moyens de diagnostic et de traitement précoce. Merci Firmin. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Voici venue la période des fêtes. Après Noël, ce sera le nouvel an. Quasiment dans tous les ménages, l'on prépare des grands festins. Et même ceux qui n'ont rien prévu reçoivent plusieurs invitations. Partout, il y aura à manger. Poulet, poisson, viande, riz, couscous, tubercules, etc. Du menu varié et des quantités énormes qui ne finissent souvent que les jours d'après. Beaucoup d'enfants et même certains adultes s'empiffrent comme jamais, mais souvent cette gourmandise n'est pas sans conséquences pour l'organisme. Ventre ballonné, douleurs intestinales, complications gastriques s'ensuivent. Pire, à ces troubles de nutrition s'ajoutent des cas d'ivresse et d'intoxication éthylique. Pour en savoir davantage, votre santé, votre avenir a sollicité l'éclairage d'un gastro-entérologue. Nous recevons en guise d'invité le professeur Christian Tseton. Il travaille à l'hôpital général de Douala au Cameroun et enseigne à la faculté de médecine de l'université de la même ville. Tout d'abord, il nous présente les troubles de nutrition les plus courants pendant les fêtes. Alors, le principal problème des grandes consommations, justement, c'est de pouvoir créer des troubles dyspeptiques, c'est-à-dire en langage simple, des indigestions. C'est-à-dire que quand vous mangez beaucoup, vous avez des risques de ne pas bien digérer. Et en dehors de ces indigestions qui sont essentiellement des inconforts digestifs, vous avez l'impression d'être trop plein, d'avoir des nausées, de rôter un petit peu, c'est ça l'indigestion. En dehors de ça, comme je disais, il y a des gastro-entérites, c'est-à-dire des toxines-infections alimentaires, parce que la conservation de ces aliments de fait n'est pas toujours optimale. On a préparé ça depuis longtemps et ça n'a pas été bien conservé. Et dès que vous mangez, vous avez une toxine-infection alimentaire que nous appelons des gastro-entérites aiguës qui peuvent aller jusqu'à des formes avec fièvre qui sont un petit peu plus importantes et donc ça se traduit par des diarrhées et des vomissements essentiellement. Voilà en gros ce qu'on risque en ayant des grosses consommations comme ça, il n'y a pas d'autres problèmes en particulier. Quant aux aliments. Ok. Pendant les fêtes de fin d'année, généralement, plusieurs personnes se privent de manger toute la journée et attendent de se gaver lors des invitations. Est-ce que c'est recommandable et pourquoi, selon vous, qui êtes spécialiste? Alors, je dis tout de suite que c'est une mauvaise idée. Il faut éviter de laisser l'estomac vide trop longtemps, parce que quand vous vous préparez comme ça à vous gaver, comme vous dites, donc vous restez longtemps toute la journée sans manger, l'estomac va continuer à fabriquer son acidité normale, qui est régulière. Il est vrai que quand vous mangez, le pic d'acidité augmente, mais il y a un niveau basal, donc cet acide s'accumule dans l'estomac, et il n'y a pas d'aliments pour tamponner ces aliments, et donc ça va créer des conséquences qui sont des maldigestions, des indigestions, et des douleurs épigastriques. Et c'est ainsi que ce genre de jeûne prolongé peut même révéler des ulcères qui dormaient. C'est ainsi qu'on sait que pendant le ramadan, il y en a régulièrement des poussées ulcéreuses qui parfois nous obligent à mettre ces malades avant d'entrer dans le jeûne du ramadan sous des antisécrétoires puissants pour qu'ils passent leur jeûne du ramadan sans avoir de poussées ulcéreuses. Donc vous voyez, l'hyperacidité peut prédisposer le malade à se préparer à entrer dans la maladie ulcéreuse, c'est-à-dire l'ulcère d'estomac.
Donc ce n'est pas conseillé. Et on peut étendre ces considérations à des gens qui, en dehors des fêtes, ont l'habitude de sauter le petit déjeuner. Ça, c'est pas bien parce qu'il y a toute une acidité nocturne qui va attendre le midi pour le prochain repas. Alors toute cette période, en sautant le petit déjeuner, ben voilà encore un jeûne prolongé qui prédispose à des maladies liées à l'acidité gastrique, c'est-à-dire des gastrites, des ulcères, etc. La plupart du temps, chez les enfants, les parents constatent qu'ils ont trop mangé, qu'ils ont le ventre ballonné, qu'ils ont trop bu et qu'ils vomissent sans cesse, qu'ils font des diarrhées. Et dans ce cas-là, que conseillez-vous aux parents? Comment s'occuper de ces enfants-là? Alors, ces enfants, généralement, ce n'est pas bien grave, mais de temps en temps, ça peut le devenir. Donc, dans les formes, au début, il faut essayer de mettre ces enfants au repos et leur donner des petits médicaments simples comme des antispasmodiques, de préférence en gouttes ou en sirop, pour ne pas être obligé de donner des comprimés qui vont peut-être réveiller encore des vomissements. On peut donner aussi des petits médicaments qui empêchent de vomir, on les appelle des antiémétisants. Bon, toutes les familles ont ça. Et puis, de temps en temps, il peut être conseillé de déparasiter l'enfant parce que l'excès alimentaire est peut-être juste venu aggraver un parasitisme qui était là en Afrique. Il faut commencer par déparasiter le malade, donc ça s'applique ici également. Alors, s'il y a de la diarrhée, bien sûr, chez cet enfant, il faut le réhydrater rapidement parce que l'enfant se déshydrate très vite et peut devenir une situation fâcheuse. Donc, il faut le réhydrater rapidement, simplement avec de l'eau qu'on apporte en petite quantité, même éventuellement à la cuillère à café, de façon que le cumul soit suffisant pour le réhydrater. Et puis, il existe ce qu'on appelle des sels de réhydratation orale qu'on vend en pharmacie, qu'on peut donner à l'enfant. Et généralement, ça suffit. Mais il faut tout de suite dire à ces familles que si ces petites méthodes ne marchent pas, il faut aller à l'hôpital, évidemment. L'autre problème, c'est souvent la consommation de l'alcool. Au lendemain des fêtes, beaucoup de personnes se réveillent avec la gueule de bois, une fatigue généralisée, des nausées. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Que conseillez-vous? Alors, je pense que le premier conseil qu'il faut faire, c'est avant d'arriver à ces états qui sont extrêmement désagréables, de gueule de bois et de fatigue, comme vous dites, qui sont vraiment inconfortables. Je pense que quand les gens ont cet état déjà, il faut leur conseiller de boire du café et se réhydrater, mais le mieux, c'est de conseiller d'éviter ces abus, parce que ces abus sont nuisibles pour la santé. Vous savez que il est important de limiter la consommation d'alcool, parce que à court terme, vous savez que l'alcool peut donner d'abord l'ivresse, qui entraîne des comportements non contrôlés, donc ça c'est le premier problème. Et deuxièmement, il y a des malades qui, en exagérant des quantités d'alcool, vont faire ce qu'on appelle une hépatite alcoolique aiguë. C'est-à-dire comme la phase aiguë d'une hépatite virale, mais c'est à cause de l'alcool, et il y a tout un ensemble de symptômes qui sont désagréables. Et surtout, ce malade, à force de pousser l'hépatite alcoolique aiguë, va se préparer à évoluer vers la cirrhose du foie. Vous savez qu'en Afrique, la plupart des cirrhoses sont dues aux hépatites virales, mais il y a quand même environ 30% des hépatites alcooliques et autres qui vont entraîner des cirrhoses. Donc des cirrhoses qui ne sont pas dues aux hépatites virales, c'est à peu près 30%. Donc l'ivresse répétitive, surtout les grosses ivresses de ces fêtes, ça peut conduire à la cirrhose. Et vous savez que dès qu'il y a une cirrhose, même alcoolique, ça peut conduire au cancer du foie. Vous voyez, donc à long terme, il y a des conséquences redoutables. Et on sait que l'abus d'alcool prédispose à beaucoup de maladies, en particulier beaucoup de cancers, comme le cancer de l'œsophage, le cancer de l'estomac, le cancer du côlon, le cancer du poumon et même beaucoup d'autres. Donc, je crois qu'il faut pour éviter d'aller vers la gueule de bois et la fatigue, que s'y aller si bien le lendemain des réveillons, je crois qu'il faut aller leur dire que bon, quand c'est déjà le cas, on peut boire du café, se réhydrater, se reposer, mais le mieux, c'est d'aller en amont et leur dire que, en général, l'abus d'alcool n'est pas bien parce qu'il y a tout ce que je viens d'énumérer comme maladie. Et donc, je crois que les malades vont écouter cela et être modérés au niveau de ces fêtes de fin d'année, que je leur souhaite bonnes, mais avec un côté raisonnable qui est très utile pour la santé. Alors, docteur, c'est la dernière question. Après les fêtes, souvent, beaucoup de personnes constatent qu'elles ont pris du poids et essayent de se rattraper, peut-être en faisant du régime ou alors peut-être en faisant du sport. Qu'est-ce que vous conseillez aux personnes qui constatent justement qu'elles ont pris un peu de poids? Est-ce qu'il faut se priver de nourriture? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ce que je conseille d'abord, je crois qu'il faut insister là-dessus en Afrique, c'est ce qui est interdit. Il est très déconseillé de prendre ces habitudes qu'on voit souvent, de prendre des substituts, des pilules venant de certains pays qui sont
sont des pilules amaigrissantes parce qu'il y a toujours des mauvaises substances dans ces produits. Il peut y avoir des extraits thyroïdiens, des choses comme ça, des médicaments qui normalement sont interdits à la prescription. Cela, c'est interdit. Il ne faut pas essayer de prendre ça pour perdre du poids. Ce qu'on peut conseiller à ces gens-là, parce que c'est souvent les excès alimentaires qui font prendre du poids, donc la réaction, ce serait de dire qu'il faut d'abord faire un régime. Il faut par exemple essayer de diminuer les quantités alimentaires et sélectionner les aliments les plus légers, bien entendu. Le fait de sauter des repas, c'est pas très conseillé, je venais de le dire tout à l'heure. Donc le repas du soir, par exemple, au lieu de le supprimer, il faut le remplacer par des choses très légères, des salades, des choses comme ça. Mais dans un régime, on peut manger aussi des salades à midi, un petit peu améliorées pour que vous n'ayez pas des carences et des hypoglycémies, etc. Et puis, bien sûr, faire du sport. Ça, c'est la recommandation la plus importante. Je crois que si on associe un régime restrictif, raisonnable, pas drastique, parce qu'il ne faut pas quand même que vous créiez des problèmes à votre santé par des carences, dans un régime raisonnable et du sport, en général, ça fait maigrir tout le monde. Et donc, je répète, interdiction de prendre des coupe-faim ou tous ces substituts qu'on voit en pharmacie. Vous allez remarquer qu'on a interdit tous ces coupe-faim parce qu'on s'est aperçu que chacun a toujours un inconvénient pour la santé. Nous remercions donc le professeur Christian Tsoton qui nous répondait depuis Douala, au Cameroun. Quelqu'un l'a vécu. Voici son témoignage. Dans cette édition, nous écouterons 2 témoignages. D'abord, celui du docteur Roger Etoa, président du réseau de médecins de district du Cameroun. Il a reçu des malades victimes d'excès de consommation pendant les fêtes. Il s'est confié à Votre santé, votre avenir. Il y a effectivement à peu près 2 types de problèmes de consommation qu'on enregistre autour de la période des fêtes. Il y a d'abord les problèmes de consommation éthylique, non alcoolique, qui sont souvent rencontrés dans les premières heures de la fête. Et là, vous avez souvent des personnes qui sont transportées aux urgences pour des cas d'ivresse, avec ces corollaires, des lésions physiques dues aux bagarres, aux chutes, aux accidents de la voie publique. Vous pouvez aussi avoir des problèmes d'intoxication alimentaire qui se voient beaucoup plus tard, c'est-à-dire entre 6h et 72 heures après les fêtes. La manifestation la plus criarde est souvent la gastro-entérite qui se manifeste par la diarrhée, les vomissements abondants, les douleurs abdominales. Parfois, il peut même avoir de la fièvre. Donc, c'est les 2 principaux types de problèmes alimentaires qu'on peut rencontrer autour de la période des fêtes. Existe-t-il une prise en charge médicale? Généralement, quand c'est des cas d'ivresse, on peut mettre le patient au repos, une espèce de dégivrage. Comme le principal risque en cas d'intoxication alcoolique, c'est parfois l'hypoglycémie, on peut lui faire une supplémentation à glucose par voie intraveineuse. S'il a des lésions associées, c'est-à-dire des lésions physiques, on peut également les prendre en charge, qui peuvent aller des simples attouchements pour une démabrasion à peut-être une intervention chirurgicale si le cas est beaucoup plus grave, ou alors juste à la pose d'un plat si c'est peut-être une fracture. Dans ce cas, c'est des cas d'intoxication alimentaire. L'urgence est la réhydratation du patient en fonction de son stade de déshydratation qui peut être léger, modéré, voire sévère. On essaye aussi de mettre un traitement symptomatique, c'est-à-dire que s'il a la fièvre, on baisse la fièvre. S'il a des douleurs abdominales, on essaye de mettre des antidouleurs ou des antispasmodiques. S'il a des vomissements, on peut arrêter les vomissements. On peut également avoir une intoxication qui entraîne une septicémie, une intoxication bactérienne. On peut rapidement mettre en place un traitement antibiotique pour arrêter le choc septique. Est-ce qu'il y a des cas irrécupérables? Il y a des gens qui meurent à cause d'une consommation exagérée de la nourriture ou de l'alcool? Oui, bien sûr. Bon, déjà dans l'intoxication alcoolique, les cas les plus graves, c'est généralement les accidents de la voie publique ou alors les bagarres. Le risque, c'est vraiment ce type de lésion. On peut avoir des cas, vraiment, si l'intoxication alcoolique est très poussée, vraiment où la personne, évidemment, peut tomber dans un coma éthylique profond. On peut également, dans les cas d'intoxication alimentaire qui entraîne une gastro-entérite, le risque le plus élevé, c'est la déshydratation sévère. Donc, la personne peut arriver dans un
l'état de quasi-collapsus cardio-respiratoire si il s'est profondément déshydraté. Ou alors si il a l'intoxication alimentaire s'est accompagnée d'une infection bactérienne systémique par un choc septique violent qui, si il n'est pas rapidement pris en charge, peut être fatal pour le patient. Quand vous recevez des malades aux urgences qui ont ce genre de problème, qu'est-ce qu'ils vous racontent? Est-ce que c'est une nourriture dont ils n'avaient pas l'habitude de manger ou de l'alcool, ou c'est une exagération pure et simple? Vous avez des périodes où il y a une grande offre à la fois en boissons alcoolisées et en nourriture, donc il y a d'abord des problèmes d'exagération. Les gens consomment beaucoup plus que d'habitude. L'offre est quasiment gratuite. Vous entrez dans toutes les maisons, vous entrez dans les débits de boissons. Il y a une offre en grande quantité. Maintenant, il y a aussi, sur le plan alimentaire, il y a souvent des problèmes de conservation des aliments. Vous avez surtout quand les repas qui sont préparés en journée, il y a des repas qui sont contaminés. Généralement, vous pouvez avoir des légumes qui n'ont pas été bien conservés. Vous pouvez avoir même des salades qui n'ont pas également été, donc des problèmes de respect de la chaîne de froid, des problèmes de manutention, des aliments qui sont confectionnés, qui sont préparés avec un très faible respect des règles d'hygiène, les mains qui ne sont pas bien lavées, les animaux qui traînent. Après, il y a un énorme brassage de gens qui se touchent, qui s'embrassent, qui se saluent. Nous avons aussi une contagion des germes également par cette voie-là. En guise de second témoignage, nous avons recueilli les explications du docteur Lucy Wechoko, nutritionniste. Elle livre quelques recommandations pour ceux et celles qui ont peur de gagner des kilos. Il faut manger au moins 3 heures avant d'aller dormir. C'est vraiment l'idéal pour tous. Mais je dirais tout simplement, il faut bien dormir. Ça, c'est très très important, le sommeil, la durée, 7 à 8 heures, parce que ça permet au corps de se reposer, de métaboliser mieux, le foie d'éliminer, les urines le matin, tout ça. Donc ça, c'est important. Il faut bouger le matin avant de manger, c'est la marche. Il faut marcher le matin avant de manger. Ça, c'est très important. 30 minutes de marche tous les matins. Manger 3 repas par jour en mastiquant. Ça, c'est important. Prendre le temps de mâcher. Ne pas travailler en mangeant. Ça, c'est important. Ça, c'est des qualités, c'est des modes de vie à prendre. Et puis, respecter les heures entre les repas. Boire beaucoup d'eau en dehors des repas. Ça, c'est important. Et surtout, ne pas manger et aller dormir tout de suite. Voilà. Et être cohérent avec soi-même. Voilà, ça, j'insiste beaucoup sur la cohérence avec soi-même. Donc, c'est tout cet ensemble qui va faire en sorte que nous restions en bonne santé et garder son poids pour le long terme. Nous remercions les docteurs Roger Etoa et Lucy Wechoko pour leurs expertises. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Chaque semaine, sur la page Facebook de VOA Afrique, vous êtes des dizaines à nous adresser vos questions et commentaires sur vos problèmes de santé. Comme toujours, votre santé, votre avenir vous donne la parole et cherche les réponses auprès des spécialistes. Pour vous répondre cette semaine, nous sommes avec le docteur Armand Gamecap. Il est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons en France. Bonjour docteur. C'est qui en ligne? C'est M. Ouattara. C'est Ouattara. Ouattara, vous nous appelez d'où? Du Burkina Faso. Du Burkina Faso. Ouattara, vous avez une question à poser à l'expert. Voilà. C'était juste savoir qu'ils ont fait ces boutons sur le visage là, qu'ils ont fait, c'est dû à quoi? Ils ont fait passer, bon, si c'est des pirons et qu'ils ont fait, on peut comprendre, mais des boutons et qu'ils ont fait, bon, souvent et qu'ils ont fait, ça fait pas mal et qu'ils ont fait, bon. C'est-à-dire qu'on utilise souvent des savons et tout, mais qu'ils ont fait, ça finit, ça réapparaît et qu'ils ont fait tout. Et donc, les boutons sur le visage, et vous voulez savoir pourquoi ils apparaissent? Voilà, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup, Ouattara, pour avoir appelé Votre Santé, Votre Avenir. Et l'expert est là pour vous répondre. Voilà, merci. Ce que je peux dire à Ouattara, c'est que les boutons qu'il a sur son visage sont tout simplement de l'acné, à savoir une infection dermatologique qui peut être occasionnelle ou périodique, qui très souvent apparaît pendant l'adolescence, mais touche beaucoup plus des populations féminines adultes. Ces boutons ou de l'acné est très souvent sans danger pour la santé.
mais je reconnais son côté très disgracieux et qui, malheureusement, peut parfois entraîner un état de mal-être chez les personnes qui en souffrent. L'acné peut apparaître sous deux formes. Une forme de bouton blanc renfermant du pus ou une forme de point noir. Je ne sais pas, Ouattara n'a pas précisé exactement le type de bouton qu'il a sur le visage. Mais toujours est-il que les boutons sur le visage sont souvent liés à un excès de sébum. Cet excès de sébum lui-même étant en rapport avec une hyperactivité des glandes sébacées, qui sont des glandes qui sont au niveau de la peau, qui permettent la respiration. Et cette hyperactivité des glandes sébacées, elle-même, très souvent en rapport avec un déséquilibre hormonal. Cet excès de sébum va favoriser la prolifération des bactéries au niveau de la peau, et la prolifération de ces bactéries-là va être responsable de l'obstruction des pores, ce qui est à l'origine des boutons. On comprend très rapidement que le tabagisme ainsi que certains produits de beauté pourront aussi favoriser l'apparition de boutons en obstruant les pores au niveau de la peau. Et c'est pour ça d'ailleurs que le conseil que je donnerais à Ouattara qui veut vraiment se débarrasser de ces boutons qui apparaissent et disparaissent sur son visage, ce serait dans un premier temps de nettoyer 2 fois par jour son visage avec de l'eau et du savon, mais aussi d'hydrater correctement ce visage-là avec certaines crèmes qui sont utilisées, et s'il a la possibilité également, qu'il évite surtout de percer lui-même ses boutons, parce que le fait de percer soi-même ses boutons est souvent à l'origine d'une surinfection. Il évite également de s'exposer au soleil. L'exposition au soleil provoque une sécheresse de la peau, une sécheresse de la peau aussi qui ne favorise pas la transpiration et qui favorise plutôt le fait qu'il y ait une obstruction des pores. Et enfin, je conseillerais bien évidemment à Ouattara de consulter un dermatologue, parce que le dermatologue pourra analyser cette infection dermatologique, cette acné, et lui conseiller un certain nombre de médicaments, un certain nombre de lotions ou de gels anti-acnéiques qui existent bien évidemment en pharmacie. Voilà le conseil que je pouvais donner à Ouattara qui appelle depuis le Burkina Faso et qui se plaint de boutons, à savoir de l'acné qui apparaissent et qui réapparaissent régulièrement sur son visage. Merci, docteur. C'est la fin de cette édition de Votre Santé, Votre Avenir. Elle était consacrée aux troubles de nutrition. Le professeur Christian Zeton de la faculté de médecine de l'université de Douala au Cameroun nous a présenté les types de malaises et d'intoxication les plus fréquents pendant les fêtes. Nous avons aussi écouté 2 témoignages, celui du docteur Roger Toit, président du réseau de médecins de district du Cameroun. Il nous a expliqué la prise en charge des patients. Nous avons aussi recueilli l'avis du docteur Lucie Wetchoko, médecin nutritionniste. Elle nous a livré les conseils pratiques pour ne pas prendre les kilos pendant les fêtes. Nous leur disons merci. Nous disons également merci au docteur Armand Genka pour sa disponibilité à répondre aux auditeurs. Firmin Koyaweda était avec nous pour vous présenter la synthèse d'actualité. Michel Joseph était à la réalisation et Wojtek Zorniak à la console. À la présentation, vous étiez avec Rosine Mounezero et Mamadou Oumfa. Restez branchés au programme de VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. Au revoir. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.